Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Louis de Raguenel, Georges Fenech et Gérard Leclerc. Alors qu'on est le soir. Oui. Mais d'habitude, vous dormez à cette heure-là. Presque. Gérard. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Vous savez que l'autre jour, j'ai dit cette petite phrase auprès d'un jeune public. Personne ne savait ce qu'elle signifiait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Merci d'être avec nous. Noémie Schulz doit être là également, puisque nous allons parler d'Adrien Quatennens. Vous le savez, aujourd'hui, l'affaire Quatennens a rebondi. Céline Quatennens, qui est donc l'épouse d'Adrien Quatennens, a dénoncé aujourd'hui des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Le député de la France Insoumise du Nord avait reconnu une simple gifle il y a un an. Céline Quatennens parle de colère et de crise. Elle dessine un profil effectivement d'un homme colérique et peut-être plus que cela. Il y aura une audience le 13 décembre prochain, puisqu'Adrien Quatennens est convoqué devant le procureur de la République. Qu'en est-il? Que pouvez-vous nous dire ce soir, Noémie Schulz, sur cette affaire sur le plan judiciaire? Là, on assiste visiblement clairement à un règlement de compte via communiqué interposé. On avait eu la seule fois qu'on avait entendu qu'on avait entendu une prise de parole publique de Céline Quatennens, c'était au début du mois de septembre dans un communiqué commun avec son époux dans lequel ils appelaient au respect de leur vie privée. Depuis, elle n'avait pas communiqué. Son mari, lui, Adrien Quatennens, avait fait un long communiqué dans le courant du mois de septembre, et c'est dans ce communiqué qu'il avait évoqué un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, et c'est dans ce cadre-là qu'il reconnaissait avoir donné une gifle. Visiblement, c'est cette phrase-là qui a beaucoup agacé Céline Quatennens, ce qui a entraîné aujourd'hui ce communiqué dans lequel elle dit qu'elle parle de violence, de pression physique, morale, des colères, des crises qui ont duré bien plus longtemps. Alors vous l'avez dit, sur le plan judiciaire, Adrien Quatennens est convoqué le 13 décembre prochain par la procureure de la République de Lille dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est une audience qui aura lieu à huis clos. C'est pour les personnes, c'est une procédure plus rapide pour les personnes qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés. À l'issue de cette comparution, une sanction va être proposée, et c'est ensuite un magistrat du siège, un juge, qui pourra valider cette sanction ou éventuellement, le cas échéant, dire qu'elle ne lui paraît pas adaptée. Et on peut très bien imaginer qu'un magistrat renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a assisté à la contre-offensive de la défense d'Adrien Quatennens, son avocate Jade Jousselin, qui explique qu'en fait ces déclarations sont uniquement liées à un divorce très conflictuel et à des demandes très importantes de la femme d'Adrien Quatennens. Alors évidemment, il y aura des répercussions politiques et on va en parler avec vous dans une seconde, et notamment avec beaucoup de réactions. Elle décrit effectivement un homme, et beaucoup de femmes parfois vivent avec ce profil d'homme, homme qui fait des colères, des crises, des violences physiques, morales, des tyrans, disons-le, hein, et c'est assez classique. Les témoignages d'ailleurs de beaucoup de femmes ces dernières années ont rapporté ces vies-là, parfois même jusqu'à évoluer avec un pervers narcissique. C'est ça que j'entendais très souvent dans le témoignage de ces femmes. Au cours de ces dernières années, dit-elle, j'ai voulu le divorce à 3 reprises, à chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière. Alors, les déclarations, Noémie peut rester avec nous, bien sûr, mais les réactions, vous avez celle de Sandrine Rousseau. Céline Quatennens a pour la première fois pris la parole, décrivant des violences récurrentes. Adrien Quatennens ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale. Vous avez également la réaction de Olivier Faure. J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Quatennens. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Quatennens sur nos bancs est désormais impossible. Vous avez également Aurore Berger. Une fois un coup, c'est déjà à la fois de trop. Il n'avait déjà plus sa place dans notre hémicycle. À la justice maintenant de se prononcer. Ça ne se règle pas devant un tribunal insoumis. Bon. Moi, j'avais dit ici ce sentiment que un homme qui frappe sa femme une fois, je n'y crois pas en fait. Je crois que ça n'arrive jamais qu'une fois, ce genre de choses. Mais ce n'est qu'une intuition. Et c'est ce que j'avais dit ici. Et Alain Jakubowicz, je me souviens, m'avait dit non, vous vous trompez, etc. Je pense que, voilà, de la même manière qu'un homme qui harcèle ou qui ennuie une femme, il ne fait jamais qu'une fois. C'est un mode de fonctionnement dans toute sa vie, depuis l'école, depuis le lycée ou le collège. Je voudrais qu'on écoute Arthur Delaporte, qui est député NUPS. Je
retiens une chose, c'est que quand on dit on croit la parole des victimes, eh bien on assume, et je pense qu'aujourd'hui Adrien Quatennens n'a plus forcément sa place sur nos bancs, notamment ceux de la NUPES, parce que c'est contradictoire avec nos valeurs. C'est une décision qui lui appartient, mais c'est une question en effet qui peut se poser, parce que finalement il y a des enjeux derrière de crédibilité de la parole publique, mais j'aimerais surtout qu'on retienne que nous sommes, nous la NUPES, pour des politiques publiques ambitieuses et pour des faveurs des droits des femmes évidemment, et puis pour des responsables politiques qui sont exemplaires. Voilà, donc je pense que c'est une question en tout cas qui peut se poser dans la crédibilité de la parole publique, mais j'espère que ça donnera aussi des leçons à d'autres, sur d'autres bancs. Voilà, il faut qu'on soit exemplaire, c'est important. Et puis le dernier passage avant de vous donner la parole, c'est Marine Le Pen qui s'est exprimée chez Laurence Ferrari tout à l'heure. Personne ne peut décider de forcer Adrien Quatennens à quitter son mandat. Il a été élu par les électeurs et c'est à lui de prendre en son âme et conscience une décision. On peut noter quand même une grande hypocrisie de la part de la France insoumise qui se présente comme étant le mouvement qui défend le plus les femmes face aux différentes violences dont elles peuvent être victimes. Or, depuis des semaines, en réalité, il résiste à la seule décision qui, à mon avis, est juste et justifiée quand on est un parti politique et qu'on est face ainsi, en quelque sorte, à une brebis galeuse, qui est de l'exclure du groupe. La France insoumise devrait exclure Adrien Quatennens du groupe. Après, à titre individuel, Adrien Quatennens devrait démissionner, je le crois, de son mandat, quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin de déterminer si il considère qu'il est encore capable de les représenter. Mais le groupe La France Insoumise, le parti La France Insoumise, n'a pris aucune décision. Et c'est encore une fois particulièrement étonnant de la part d'un groupe qui donne des leçons de morale à l'intégralité de la classe politique sur la défense des femmes face aux violences qui peuvent être commises contre elles. Véronique Jacquet, votre avis? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. Le premier, c'est que moi, je suis quand même profondément dérangée par le déballage. C'est-à-dire qu'on est dans la chambre à coucher des Quatennens et qu'elle a tué politiquement son mari. Donc, quelle que soit les suites judiciaires, c'est terminé. Maintenant, je suis d'accord avec vous. On voit bien qu'il y avait un degré de violence qui fait que ce n'est absolument pas justifiable et acceptable. Et qu'il est élu, ça ne veut pas dire qu'il est intouchable. Donc la justice doit suivre son cours et je pense personnellement qu'il ne peut pas remettre les pieds à l'Assemblée. C'est pas possible. Comme disait l'écrivain Albert Camus, un homme ça s'empêche, il est élu, il y a un devoir d'exemplarité, il ne peut plus remettre les pieds dans l'hémicycle. Je dois vous donner également la position de l'avocate d'Adrien Quatennens, Madame Doucelin, Jade Jousselin, qui a communiqué en fin d'après-midi. Mon client conteste les déclarations de Céline Quatennens. Effectivement, c'est difficile de faire autrement aujourd'hui. Ces déclarations interviennent dans le cadre de négociations tendues à l'occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant. Pour le moins, ce n'est pas très élégant comme type de défense, me semble-t-il. Après avoir pris connaissance du dossier dans sa complétude, Madame la procureure de la République a décidé de ne pas renvoyer mon client devant un tribunal, mais sous forme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Quatennens n'ont été retenus par le parquet. La difficulté, sans doute, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Celui-ci n'a retenu que 2 infractions que mon client a lui-même reconnues et qui seront traitées dans la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité le 13 décembre prochain. Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire. Il est aujourd'hui contraint de répondre publiquement par ma voix aux accusations mensongères qu'il dément absolument. Et il va être intéressant quand même de voir la suite judiciaire. Là, on utilise une procédure simplifiée. C'est inspiré du modèle plea bargaining anglais, c'est-à-dire le plaider coupable. Vous reconnaissez l'infraction, le parquet propose une peine, le prévenu l'accepte et il n'y a pas de procès. Il y a juste un jugement d'homologation du juge judiciaire. Mais le juge judiciaire, avec ces éléments nouveaux, pourrait parfaitement dire, effectivement, je ne suis pas d'accord avec cette procédure, il n'y a pas qu'une gifle, ça mérite peut-être plus que ce que le parquet propose comme sanction, je sais pas, une sursis par exemple, et le tribunal pourrait parfaitement... C'est la question que je voulais poser à Noémie Schulz. Imaginer même de prononcer une peine d'inéligibilité, de perte de droits civiques, ce qui, à ce moment-là, lui ferait perdre, effectivement, son mandat de député. C'est la seule manière, parce qu'autrement, personne ne peut lui enlever son mandat.
C'est la question que je voulais poser à Noémie Schulz sur le plan judiciaire. Est-ce que les déclarations de Céline Quatennens changent quelque chose? Parce que le 13 décembre, c'était avant ces déclarations. Oui, alors c'est des déclarations qui sont nouvelles pour le grand public, mais on ne sait pas ce que Céline Quatennens a dit aux enquêteurs. Il y a eu une enquête qui a duré près de 2 mois. Elle a été entendue, lui aussi, peut-être des membres de leur entourage. Et donc les éléments qui ont été portés à la connaissance des enquêteurs puis du procureur de la République de Lille, ça en faisait peut-être partie. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Jade Doucelin, l'avocat d'Adrien Quatennens, que la procureure a décidé de renvoyer son client d'abord sous la forme d'une CRPC, donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et elle dit la plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui, aucun fait de violence répétée ni de harcèlement. Donc elle, ce qu'elle sous-entend, c'est que ce sont de fausses accusations. D'ailleurs, elle a tout à l'heure dans une interview à la télévision, elle parle d'agression mutuelle des deux époux l'un envers l'autre. Elle dit d'ailleurs, nous avons décidé avec Adrien Quatennens de ne pas déposer plainte contre Céline Quatennens, et elle dit qu'elle attend que la justice passe, mais que d'une certaine manière, la justice a déjà donné un peu une réponse d'orientation avec cette CRPC. Mais effectivement, comme l'a dit Georges Fenech, on peut imaginer que le juge qui doit homologuer la décision disent ça ne me convient pas, peut-être faut-il approfondir, peut-être faut-il aller plus loin, et peut-être faut-il un débat devant un tribunal correctionnel. Et dans le climat d'aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer que le juge réfléchisse avant de prendre sa décision. Merci beaucoup, Noémie Schulz, pour ces précisions judiciaires. Gérard Leclerc et Louis Dragnel ne se sont pas exprimés. Oui, sur le fond du dossier, je suis désolé, je suis incapable de dire je ne sais pas. J'entends simplement ce qui se dit. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le dossier est suffisamment lourd pour que ça paraît impensable que Quatennens, dans les circonstances actuelles, puisse revenir à l'Assemblée, de toute façon. En revanche, moi, je conseillerais, si j'avais un conseil à donner aux politiques, c'est de rester quand même très prudent sur cette affaire. Moi, ce que je retiens, c'est ce que disaient les gens de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui dans un premier temps a quand même soutenu d'une façon incroyable Quatennens, en parlant de courage, même d'affection, etc. Et deuxièmement, ce que disaient les Insoumis, chaque fois qu'il y avait des accusations qui étaient portées contre un autre député, contre le ministre de l'Intérieur, etc. Où là, il n'y avait pas la moindre précaution de leur part. Donc, compte tenu, je pense que pour eux, c'est déjà une leçon qui est terrible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, la réalité, c'est que dans un premier temps, ils ont protégé Quatennens, ce qui est quand même une faute énorme. Et donc, je pense que pour tous les politiques, ça devrait être une leçon et qu'on n'accuse pas, on n'appelle pas à la démission tant qu'on n'a pas des éléments qui sont importants. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec vous. La difficulté, là, c'est que c'est aussi parole contre parole. On voit les deux communiqués qui peuvent s'annuler, on n'en sait rien. Non, mais, c'est parole contre parole. Il y a quand même de le dire comme ça. Quand même. Je ne suis pas en train de défendre Adrien Quatennens. Mais, une femme qui témoigne de violence, c'est toujours pareil. Quel est l'intérêt pour une femme de rapporter des violences qui n'existeraient pas, des paroles qui n'existeraient pas. Non, mais Adrien Quatennens a reconnu. Ils sont quand même en plein procès sur le divorce. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de débat dans la mesure où il a reconnu au moins un geste. Le problème, c'est effectivement, il est politique. Ça intervient au pire moment pour la France Insoumise, qui en plus préparait le retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens dans les prochains jours. Donc là, c'est définitivement enterré. Ensuite, la question, c'est est-ce que il peut siéger à l'Assemblée nationale ou est-ce que tout simplement, dans les bancs, sur les bancs, la France Insoumise, ou est-ce qu'il n'a pas le droit la proposition de Marine Le Pen de l'exclure, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la France Insoumise qui décide. Mais moi, je pense que dans la mesure où... Non, mais est-ce que la France Insoumise devrait l'exclure? C'est ce qu'elle dit. Oui, parce que honnêtement, par rapport à ce que défend la France Insoumise, qui a quand même donné des leçons de morale, et vous venez de le rappeler à l'instant, extrêmement dur à tout le monde, c'était les moralistes de l'Assemblée nationale, c'est pas tenable, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Ensuite, la question de est-ce que Adrien Quatennens doit démissionner de l'Assemblée nationale, la réponse, moi je trouve, est non. Alors ça peut peut-être vous choquer, mais il a été élu pour un mandat. Non, mais il y a pas sa réponse, c'est lui qui la donne. J'ai envie de vous dire, c'est pas lui, c'est pas vous, c'est pas moi, non, mais je vous rejoins, mais lui-même pourrait imaginer. Il y a une forme d'honneur. Je sais bien que ce mot est incompatible parfois. Et puis personne démissionne pour rien aussi, Pascal Pro. C'est pas faux. Et plus personne ne démissionne. Et les politiques savent très bien que nous, là,
Alors on en parle beaucoup, mais ils misent que sur une chose, c'est qu'on passe à un autre sujet, un sujet chasse l'autre, et il y a plein de politiques qui étaient au cœur de la tempête. Regardez, en même temps, on parle de Damien Abad. Non, mais j'ai rien contre lui, je veux pas. Non, mais il faut le rappeler l'huile sur le feu. Mais Damien Abad, il a fait son retour à l'Assemblée nationale. Qui en parle? Ça fait pas une ligne dans les journaux. Mais alors il n'a pas été condamné. Et en même temps, je le répète, il y a la présomption d'innocence qui doit jouer pour tout à chacun. Bien sûr, même si lui a reconnu, Adrien Quatennens a quand même reconnu. Oui, c'est pour ça que, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Mais je pense qu'il fait le dos rond et il se dit, pourvu que ça passe, qu'on passe à un autre sujet, il reviendra comme beaucoup d'autres, discrètement. Dans le climat actuel, revenir dans l'espace médiatique, d'ailleurs, que tu sois chanteur, acteur, homme politique, si tu es dans la lumière et que tu as frappé aujourd'hui une femme et que tu t'es mal conduit avec elle, c'est compliqué de revenir dans l'espace médiatique. Je suis d'accord avec vous, mais il y a plein de sujets qui sont très urticants pour les Français, qui ont choqué les Français, où des parlementaires se sont mal comportés. Ils siègent toujours à l'Assemblée nationale, si de rien n'était. Il y a beaucoup de choses qui passent. Dans la hiérarchie, à juste titre, la violence faite aux femmes. Ce sont les femmes de la France insoumise qui vont lui régler son compte, pardonnez-moi. C'est Clémentine Autain, c'est Sandrine Rousseau, c'est ces femmes-là qui vont... On verra. Mais... Enfin, bon, on peut en parler pendant des heures, mais frapper une femme... Ah mais on est, voilà, on est entièrement d'accord. Ça dénote personnalité, disons-le. Disons-le. Tout le monde. C'est fini, sa parole politique est totalement inaudible aujourd'hui. C'est ça le vrai sujet politique pour lui. Bien sûr. La question qu'il doit se poser. C'était le champion de son maintien ou pas. D'ailleurs, moi, successeur de Mélenchon, c'est fini. Ça. Voilà ce qu'on. Oui, c'était l'héritier direct. Non, c'est amusant parce que. Avec justesse qu'il y a encore quelques mois, c'était quasiment tout le monde se pâmait et disait c'est le successeur, c'est lui. Absolument. Comme quoi en politique, des fois, ça va très vite. Par ailleurs, il a des qualités exceptionnelles de politique. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Autre sujet qui nous intéressait, on en a parlé plusieurs fois, c'est Mousse B. Et si vous nous suivez tous les soirs, vous savez qui est ce... Non pas ce jeune homme d'ailleurs, parce qu'il est né en 1984, il est né en Côte d'Ivoire, il a quasiment 40 ans. Il est connu de la police depuis 1999. Il a été condamné à de multiples reprises de 2003 à 2021. Il a été incarcéré en continu de 2012 à 2020. Il a 20 mentions à son casier judiciaire. La première fois qu'on a voulu le faire sortir du pays, c'était en 2006. Et il a quitté la France il y a quelques jours simplement. On a mis juste 16 ans. 16 ans pour sortir Mousse B et le renvoyer en Côte d'Ivoire où il avait quasiment jamais mis les pieds puisqu'il était venu à l'âge de 4 ans en France. Oui, là, je pense que vous n'avez pas totalement raison dans la mesure quand il était incarcéré de façon continue de 2012 à 2020, par définition, on ne peut pas le... Non, mais en 2006. En 2006, alors, on a commencé à vouloir le sortir en 2006. 2006 à 2022, ça fait 16 ans. Ensuite, il y a eu toute une période où on pouvait, par définition, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il était en prison. Il était incarcéré, effectivement. Et ensuite, c'est terminé en 2020, c'est-à-dire au moment du Covid. Donc tout ça a dû compliquer un peu les choses. Oui, mais on voit ce qui n'empêche qu'effectivement, le moindre des choses, c'est qu'il soit... Gérard, je veux bien qu'on ergote, mais on a mis globalement 16 ans pour qu'il... Bon. Et l'intervention du ministre de l'Intérieur. Non, mais voilà. Donc, c'est une histoire qui est assez extraordinaire. Et il se trouve que la députée de la France Insoumise, Rachel Keke, s'est rendue le lundi 14 novembre dans un centre de rétention administrative de plaisir dans les Yvelines. On va voir la séquence, vous allez prêter l'oreille dans quelques secondes. Elle est allée soutenir Mousse B, donc qui est un ressortissant ivoirien radicalisé, qui refusait son expulsion, parce qu'elle-même est d'origine, Madame Keke, de Côte d'Ivoire. Il a été expulsé donc le lendemain. Donc la scène que vous allez voir, c'est le 14 novembre. Il a été expulsé le lendemain, le 15 novembre. Et voyez cette séquence, tendez l'oreille, parce que effectivement, c'est une image et un son qui n'est pas parfait. Voilà, vous allez tout pas. Je suis simplement avant de faire rentrer les gens. Je ne suis pas les gens, monsieur. Monsieur, vous êtes pas... Allez la demander. Je vous montre ça, monsieur. Vous allez rentrer, madame. Ça, je n'ai pas volé. Heureusement, on va rentrer. On est en France. Non, c'est fini. Moi, je veux rentrer. Heureusement, non. Je connais mon droit. Je ne donne pas mes droits, je rentre. Donc, elle allait officiellement le soutenir, député de la France Insoumise. C'est un exemple d'islamo-gauchisme, pile. Voilà, alors ça, on ne peut pas dire autre chose. Puisque lui-même s'était radicalisé. Donc c'est un exemple, j'ai envie de dire, chimique. Et c'est accablant pour la France Insoumise qui essaye de se séparer depuis maintenant quelques années. En tout cas, c'était la ligne d'ailleurs d'Adrien Quatennens qui essayait de se séparer de la ligne plutôt woke, indigéniste de la France Insoumise. Et là, c'est la confirmation par l'exemple
du gros problème de la France insoumise avec un cas clinique. Il a un CV d'amour de la France incroyable. Mais le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que c'était une députée de la France insoumise. Quand M. Fournas, du Rassemblement national, dit un mot qui ne convient pas à l'espace médiatique, il est viré de l'Assemblée nationale pendant 15 jours et c'est la une de tous les journaux quasiment en expliquant que la bête immonde est de retour. Mais lorsque un député, une députée en l'occurrence, de la France insoumise, va soutenir M. Mouzbeh, silence radio. Pas d'expulsion. Silence radio. Je ne sais pas si vous avez entendu cette info vous ailleurs avez raison, qu'ici. c'est bien de la souligner. Oui. Je pense que les deux affaires ne sont pas quand même du même niveau. C'est pas dans l'hémicycle. C'est pas. Je pense que c'est pire là, si vous me permettez. Vous pouvez le. Je pense que cette affaire, c'est accablant, indéfendable. C'est accablant. Non, mais je pense que c'est pire surtout. C'est pas du même niveau. Mais je pense que c'est dans pire. un cas, c'est dans l'hémicycle. Là, c'est pas dans l'hémicycle. Mais là, c'est quelqu'un qui déteste la France. Mais je vous répète, mais Gérard, ce que dit Madame, ce que fait Madame Keke, c'est évidemment pire. Vous allez pas me faire défendre Rachel Keke. Je pense que c'est accablant. Je peux pas dire mieux. Que ce qu'avait dit ou ce que n'avait pas dit plus exactement M. Fournas, tel que ça avait été interprété, etc. Non. Si en plus elle le fait parce qu'elle est ivoirienne et que l'autre est ivoirien, non, mais il n'y a rien de défendable. C'est même une circonstance aggravante, parce que le seul... De toute façon, c'est indéfendable, le cas de cet Ivoirien. À la limite, ça aurait été dans un pays qui était un pays dangereux. À la limite, qu'elle aille dire, il faut pas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est une démocratie, il n'y a rien à dire, quoi. Non, mais c'est un... Ça aurait été, ça aurait été un retour. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Ça aurait été un retour en Iran, par exemple, je dis n'importe. Voilà. Mais quand la France vous accueille, vous vous comportez de manière irréprochable. Oui, de toute façon, oui, non, mais il n'y a pas de les gens ne supportent. Non, mais il n'y a pas de. Je suis d'accord. Mais les gens ne supportent pas. Nous allons marquer une pause, chers amis. Vous avez vu que l'équipe de France a gagné hier. Oui. Et alors, hier soir, j'ironisais un petit peu, parce que je disais que vous ne seriez peut-être pas tellement nombreux à nous regarder, etc. Eh bien, hier soir, vous étiez très nombreux à nous regarder. Et vraiment, je vous remercie. Et pourtant, ils étaient nombreux à regarder le foot aussi. Ben oui, alors il ne restait pas grand-chose pour les. Ça ne doit pas être les mêmes. Manifestement. J'ai zappé, moi. Oui, vous êtes c'est flagorneur. Vous êtes un peu flagorneur. Vous êtes changeant et flagorneur. Ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. On va marquer une pause, Charles. C'est vrai. Ça ne m'a pas touché ma bosse. Il est 20h30, le rappel des titres avec Mathieu Devez. Le site internet du Parlement européen ciblé par une cyberattaque, elle a été revendiquée par un groupe pro-Kremlin quelques heures après un vote des eurodéputés qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Le site internet sur lequel sont notamment retransmis les débats dans l'hémicycle a été bloqué à partir du début d'après-midi. 3 corps découverts dans une maison près de Rennes. Il s'agit de 3 personnes d'une même famille, 2 femmes et un homme retrouvés morts à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est en Ille-et-Vilaine. Et selon le parquet, il pourrait s'agir d'un double homicide suivi d'un suicide du père. La Française Sophie Adenau intègre la nouvelle promotion d'astronaute européen. Cette ingénieure de 40 ans est officier de l'armée de l'air. Elle était déjà la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Sophie Adenau est la 2e femme française à devenir astronaute après Claudie Aigneret. La ville de Paris va porter plainte contre le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Figurez-vous, ce dernier a pointé du doigt un système délirant à la mairie de Paris, mis en place sous François Hollande avec la concertation d'Anne Hidalgo. Et je vous propose d'écouter ce que nous dit monsieur Attal sur France Inter, qui a attaqué Anne Hidalgo. Moi, quand je suis arrivé au ministère du Budget, j'ai découvert qu'il y avait un système absolument délirant appelé loyer capitalisé qui avait été mis en place de manière dérogatoire à l'époque de François Hollande, négocié avec Anne Hidalgo, qui avait autorisé la ville de Paris à endetter la ville en préemptant des logements, en demandant à des bailleurs sociaux de les convertir en logements sociaux et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement. Enfin, il faut se rendre compte de ce système. Ça veut dire que chaque année, depuis 5 ou 6 ans, c'est devenu légal en 2015, puisqu'à l'époque, Anne Hidalgo avait négocié avec le gouvernement de l'époque une dérogation. C'était la seule ville en France, dans les règles de comptabilité publique, pour pouvoir mettre sur son budget de fonctionnement et l'équilibrer sur une année des décennies de loyers à venir, alors même qu'elle endettait la ville en préemptant ses logements. Moi, j'ai mis fin à ce système, parce que c'est pas sain. La réalité, c'est qu'il y a plus d'1 milliard d'euros désormais d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement, ça relève du Ponzi. Voilà.
Alors, Ponzi, je rappelle que c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer des investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Ce système tient son nom de Charles Ponzi, qui a mis en place une opération frauduleuse à Boston aux États-Unis. Et le meilleur, l'exemple le plus frappant, c'est évidemment Madoff. Mais ce qu'il dit, c'est incroyable. Mais ce qui est vrai, c'est l'argent des Parisiens. Elle a pris la mairie à 3 milliards, on est à 10 milliards, je crois, d'endettement. C'est incroyable, Anne Hidalgo. Vous pouvez me dire qu'elle a été réélue, mais c'est juste une honte. Hein. Ce qui se passe à Paris, c'est scandaleux. Les finances publiques, c'est un scandale. 10 milliards de dettes, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça mériterait une tutelle. Franchement, ça mériterait une tutelle. C'est absolument incroyable. Paris est sale, Paris est infernal, Paris est... Jamais les Parisiens que nous sommes n'avons connu ça depuis 30 ans. Jamais j'ai vu une saleté pareille, une impossibilité de circuler dans Paris. Et non, mais convenons-en. Et puis alors, ce que dit Gabriel Attal, c'est incroyable quand même. Il parle de Ponzi. Alors du coup, Madame Hidalgo a porté plainte. Alors elle n'est pas contente, mais bon, Madame 1,75% n'est pas contente. Quand même un truc. On écoute juste Madame Hidalgo, parce qu'elle a juste dit qu'elle portait plainte sous sa capuche. La ville de Paris va porter plainte contre le ministre des Comptes publics, mais vous en saurez plus tard. Merci. Je vous en prie. Mais il y a une forme de morgue et d'arrogance en plus. Elle sera déboutée, hein, parce que l'exception veritatis en diffamation, vous apportez la preuve que vous avez bien, ce que vous dites est bien la réalité. Ouais. C'est Ponzi, je crois, c'est le mot Ponzi. C'est une vente pyramidale. En fait. Il y a quand même le mot Ponzi, à mon avis, moi je suis pas... Il y a quand même une chose, c'est que ça a commencé en 2015 c'est incroyable, son système, et ça a continué jusqu'à, donc, puisque c'est lui qui dit qu'il va arrêter ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'autres ministres de différents gouvernements, y compris sous Macron, qui ont laissé faire. Donc, voilà. C'est carrément, moi, je trouve, la description d'un système mafieux, en fait, pour des fins politiques. Mais si, pour des fins politiques. Et pour répondre à votre question, parce que il y a effectivement, tout le monde peut dire qu'elle a été élue, mais le système d'élection du maire de Paris est lunaire. Il y a qu'à Paris que ça fonctionne comme ça. Paris-Marseille. Il y a Paris-Marseille. Pardon, excusez-moi. Vous avez raison. Et la loi PLM, elle est ancienne. Elle avait été prise. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que Anne Hidalgo, même ses propres adjoints, ne l'aiment pas. En fait, elle n'a pas d'allié politique. C'est simplement que c'est le plus petit dénominateur commun. Mais elle n'a pas vraiment de majorité. C'est une espèce de paella. Non, mais c'est une paella politique avec des gens qui pensent pas la même chose et qui s'allient pour garder le pouvoir. Elle a été élue et réélue. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais c'est pas un système politique. C'est-à-dire ce que vous voulez dire, elle a été élue. Bien sûr, mais c'est un système. Vous avez parfaitement raison. Elle a été élue et réélue. À Marseille, le maire sortant a pas été élu. Il n'a pas été élu. Le mode de scrutin, on peut le changer. Non. Dieu sait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient son. Non, mais c'est vrai, il a raison. Mais ça ne veut pas dire que le mode de scrutin. Autre sujet. Bah oui, donc. Et là, ça va vous faire plaisir. Ah, je le sens. Le salaire des patrons du CAC 40. Il a augmenté de 52% l'an dernier. C'est pas raisonnable, franchement. Mais c'est pas raisonnable par rapport à 2019. Pourquoi c'est pas raisonnable ? Parce que les salariés, évidemment, n'ont pas une augmentation de 52%. Bon. La rémunération atteinte moyenne, d'ailleurs, est de 7,9 millions. Donc finalement, M. Pouyanné, c'est en dessous. Donc finalement, il gagne moins que les autres patrons. Alors, un quart des patrons du CAC 40 gagnent plus de 5 millions d'euros par an. Bon, moi, c'est pas ça qui me choque, bien évidemment. Alors, comment sont calculées ces rémunérations ? Vous avez le salaire fixe qui progresse. Vous avez également la part variable. Et vous avez des bonus. Les bonus ont augmenté de 34% entre 2019 et 2021. Donc, salaire fixe, part variable, bonus. Et puis, il y a également les actions qui vous permettent... alors, les actions, comme les actions ont bondi, bon, forcément. La valeur des titres qu'on attribue au portefeuille d'actions a progressé de 40%. Généralement. Bon. Les patrons allemands gagnent beaucoup plus. Les patrons également américains gagnent beaucoup plus. Mais ce qui est choquant, je ne sais pas si c'est le mot, mais forcément, l'augmentation de 52%, alors que les salariés lambda sont à la peine... Qu'il y a une crise du pouvoir d'achat. Il y a quelque chose qui peut choquer, me semble-t-il. En plus, c'est une moyenne. Oui, vous êtes bien pris dans cette... Voilà, non mais... Je le vois aussi. Mais non, mais je vous le dis, mais attendez... C'est choquant. Il faut dire les choses, c'est profondément choquant. La grève chez Total. Mais c'est profondément choquant.
Et si on ne prend pas seulement ceux du CAC 40, mais les 120 premiers, là, l'augmentation est de 22%. C'est encore énorme. Et les dividendes ont progressé, alors l'ensemble des dividendes, de 8%. Je suis désolé, les salaires n'augmentent pas de cette façon. Il y a un souci, il y a un problème de répartition de la richesse entre les grands patrons, les actionnaires d'un côté et les salariés de l'autre. C'est un vrai problème. Il ne faut pas dire que c'est... Non, mais je suis d'accord avec je vous. défends l'économie libérale, mais il y a quand même des excès qui sont, me semble-t-il, dangereux, pas supportables. C'est-à-dire que les augmentations, que le patron puisse gagner beaucoup plus d'argent que les salariés, c'est entendu, mais dans l'augmentation, parce qu'il peut prendre plus de risques... Non, mais il y a forcément quelque chose d'indécent, puisque dans les années 60, le ratio, il était de 1 à 8. C'est-à-dire le patron, en moyenne, gagnait 8 fois ce que gagnait un salarié. Bon, on voit maintenant qu'on a dépassé... Mais là, c'est pas ça. Là, c'est l'augmentation entre 2019 et 2021. Oui, c'est le CAC 40. On met la focale quand même sur le CAC 40. Tous les patrons ne sont pas comme ça. Je crois que c'est 4 000 euros la moyenne d'un patron moi, ce en que je trouve France. Simplement par rapport à... Ce que nous dit Sophie de Menton à chaque fois. Non, mais par rapport à ça, moi, ce que je trouve... Je suis par définition, par principe, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, ça me gêne de dire qu'on va plafonner, on va limiter la rémunération des grands patrons. En revanche, je trouve que d'eux-mêmes, les patrons, en fait, devraient dire, compte tenu de la situation, c'est peut-être symbolique, mais je diminue ma rémunération, ou alors je fais un don. Mais ils gagnent moins que les patrons allemands. Non. Les patrons allemands gagnent plus de 15 millions d'euros par an. Les Anglais, plus de 13 millions. Et c'est pour ça que moi, je regarde le plafonnement. C'est-à-dire on est également derrière les Italiens ou les Danois. Ils vont partir ailleurs. Non, mais c'est intéressant. Bah, bien sûr. Les grands patrons français gagnent moins que les patrons. Aux États-Unis, c'est 160. C'est eux-mêmes qui devraient décider. Véronique Jacquet. Je vais préciser quelque chose. Moi, ça ne me choque pas qu'ils gagnent autant si par ailleurs, à côté, ils montent des fondations, ils donnent de l'argent à gauche et à droite pour entretenir le patrimoine, etc. Enfin, voilà, il y a quand même des gens qui font du mécénat et voilà, qui font que la France reste la France. Donc il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est une chose. Ensuite, ils devraient se montrer patrons modèle, effectivement, en étant ingénieux dans la façon d'augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés. Et ça paraît très intelligent. Et ils devraient communiquer là-dessus, d'ailleurs. Je vous entends, mais je me souviens quand François Hollande a eu cette idée de génie d'imposer à 70% au-delà d'un certain seuil, ça avait été un tollé général. Hein. Personne n'avait dit c'était une bonne réforme. Vous savez, je m'en prendrais à la finance, etc. La finance, c'est mon ennemi. Voilà. Célèbre. Vous n'aviez pas réagi à l'époque Si, bien sûr qu'on avait réagi, mais vous ne saviez pas ce que... Mais évidemment qu'on avait réagi, tout le monde avait réagi. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais... Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. On peut savoir ce qu'on veut, on peut aussi avoir un peu de raison et de modération. C'est l'augmentation, c'est pas le prix, je vous le répète. C'est le capitalisme, c'est ça. Oui, mais aux États-Unis, c'est pas 7 millions, c'est 170 millions. C'est 10 fois plus. Oui, mais il y a un impôt sur la fortune, il y a des... Non, c'est pas... mais c'est aussi une question de symbole. Comment il s'appelle Roosevelt avait mis un... C'est sûr. Bon, en tout cas, c'est un sujet évidemment qui pourra faire parler. Et tout le monde s'accorde à dire que quand une société marche bien, eh bien, c'est bien que les salariés en bénéficient. Je crois qu'il y a une idée de faire le salariat dividende, je crois. Dividende salarié. Oui, salariés qui pourrait réconcilier en fait la participation. La participation. Et voilà, c'est une manière de réconcilier le capitalisme avec... Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy. Non, le dividende salarié, ça marche plutôt bien. Bon, la corrida. La corrida, parce que c'est demain la corrida. La corrida, alors ça c'est un sujet où on est à front renversé, par exemple. Gérard Leclerc, amoureux des belles âmes. Et des animaux. Et des animaux, et pour la corrida. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout interdire, la corrida. Oui. Il y a tellement d'autres... Mais c'est la entendu, condition mais... animale, c'est important. Oui. Mais avant de toucher à la corrida, qui, qu'on le veuille ou non, fait partie d'un patrimoine culturel, d'une identité, etc., il y a 900 taureaux. Et encore, ce sont les derniers animaux qui sont élevés quasiment en liberté. Avant de toucher à ça... Commençons par nous occuper de tous les autres problèmes, de tous ces millions d'animaux qui vivent sans jamais voir ni la terre ni le ciel. Cet argument, qui je sont trouve pas dans très des bon. élevages industriels, qui sont abattus des fois dans des conditions épouvantables. Voilà, là il y a un sujet. Je le trouve pas très bon cet argument. C'est une manière de botter en touche. Non, pas du tout. Si, c'est un vrai sujet. On va parler d'autres traditions qui sont cruelles aussi. Je voulais vous montrer d'abord une image. Oui. Je voulais vous montrer une image. C'est demain que ça sera peut-être voté ou pas d'ailleurs, parce que comme c'est une niche parlementaire, il faut le faire avant minuit, et après minuit, ça peut ne pas passer s'il y a eu trop de questions ou trop de sujets abordés.
Donc les pro-corridas se mobilisent. Ce matin, d'ailleurs, on recevait Marc Serrano, qui est un... Vous avez peut-être entendu notre émission, c'était très intéressant d'ailleurs de l'écouter, qui est un matador. Et justement, on va écouter un autre matador qui s'appelle Raphaël Rocoul. Je vous propose d'écouter ce matador. Nous, ce qu'on donne au taureau de combat, c'est du sens. C'est la vie du taureau de combat a un sens. Alors oui, la fin, c'est dans une arène aux yeux de 20 000 spectateurs qui nous jugent, nous les toreros, savoir si on a bien fait notre boulot et si on l'a pas bien fait, on se fait huer et certainement qu'on on va plus continuer à torer. Mais je comprends que cette mort elle soit tabou, mais moi je vis tous les jours auprès des animaux, auprès des taureaux de combat et je peux vous assurer que la vie du taureau de combat elle est loin de la souffrance. Et oui, elle finit dans une arène, mais la souffrance après on s'en fait... on en fait ce qu'on en veut, mais moi je sais que oui, la douleur elle est là, mais la souffrance c'est autre chose. Il y a la mise à mort, je trouve, dans la corrida. La corrida est une mise à mort adaptée à ce taureau qui est le taureau de combat. Le taureau a été élevé pour combattre. Le taureau, il faut savoir que dans un élevage s'entretue énormément, se bat et combat énormément, même entre eux se battent. En toute chose cruelle, c'est Henri-Jean Servat qui publie demain une tribune dans Midi Libre et je vous lis le début de cette tribune. En toute chose cruelle, il faut considérer la fin car elle est là, la fin de la corrida qu'on écrit sans majuscule est proche. L'agonie de cette honte nationale n'en finit plus. Elle mourra bientôt, peut-être pas cette fois, mais assurément la prochaine. La fin d'une corrida, c'est moche et sale, glauque, crapoteux et nauséeux. Il y a des gens qui vomissent, des enfants traumatisés à vie qui hurlent, plusieurs jolies filles qui pleurent, des mines d'effroi dans l'air, des couples hébétés, des babas abasourdis, des touristes américaines qui s'évanouissent, des organisateurs qui comptent les sous de la recette avec de plus en plus de mal car il y en a de moins en moins et des subventions publiques qui n'ont rien à faire là, etc. etc. Henri-Jean Servat, que j'aime beaucoup, est-il déjà allé dans une corrida? On peut l'appeler si vous voulez, on peut lui demander. Mais question. Tiens, on va l'appeler. Je vais donner, il reste 10 minutes. Je vais voir si on peut l'avoir en FaceTime. Théoriquement, nous devons l'avoir demain matin. Je l'ai eu tout à l'heure. Mais on peut l'appeler, on peut tenter. Je voudrais qu'on écoute le président Macron. Alors, Emmanuel Macron, est-ce que vous voulez un exemple de jésuitisme, comme on disait, et de en même temps, où à la fin, vous savez, la Chrysale dans Les Femmes Savantes, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Là, on ne cherche pas, on sait ce qu'il a dit. Il a dit les deux choses. Ah non. Il a dit qu'il ne fallait pas l'interdire, je suis désolé. Il a dit là, demain, il ne faut pas l'interdire. Il dit pas ça. Il dit demain, ce ne sera pas interdit. Ce ne sera pas interdit. Donc, c'est pas la même chose. Il dit pas. Demain, et il n'en sait rien. Mais il dit les deux, comme toujours. Non. C'est l'Assemblée nationale. C'est pas très clair. C'est vraiment interprété comme. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas. Moi, je comprends comme vous. Ah oui. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est. Non, mais le problème, je vais vous dire, c'est pas clair. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est notre discussion. C'est qu'il parle. Et on n'est même pas d'accord sur ce qu'il a dit. Il dit il ne faut pas d'interdiction, il faut aller vers la conciliation, vers l'échange. Eh bien, il ne dit pas ça. S'il disait ça, ça serait dit. Il dit ce ne sera pas interdit. Écoutez, c'est plus subtil. Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois, qu'on prenne en compte nos spécificités, nos cultures locales, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Je vais parler très sincèrement de là où je me situe. Ce n'est pas la priorité du moment. De la même manière, il faut aussi entendre et regarder ce qui est dans notre culture. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, la réponse, elle ne peut pas tomber d'en haut. Je veux que ces débats soient conduits dans le respect. Le respect de nos traditions, de nos cultures, parce que les gens, sinon, ont le sentiment d'être dépossédés de celles-ci. Et le respect de notre engagement pour la biodiversité, pour le climat. Il y a un chemin. Il dit demain, il ne va pas y avoir d'interdiction. Il donne tous les arguments. C'est l'Assemblée nationale. Non, mais ce qui est paradoxal. Franchement, Gérard, vous êtes de mauvais. Honnêtement, vous êtes de mauvais. Il veut faire du en même temps et satisfaire les pros et les êtes de mauvais. Je trouve que vous êtes de mauvais. C'est-à-dire que ce que tu attends d'un président de la République, c'est pas ça. Tu attends un avis, une opinion, qu'il se mouille. C'est une proposition de loi. Mais qu'est-ce qu'il pense? La proposition de loi, ce n'est pas quelque chose qui est présenté par le gouvernement. Il pense quoi?
Eh ben, il pense. T'attends du président de la République qu'il dise ce qu'il en pense. Il dit qu'il faut, pas de. C'est pas la priorité. Déjà, quand vous dites c'est pas la priorité, c'est un. Ensuite, il faut pas d'interdiction, aller vers la conciliation, l'échange, le respect et la considération. Et il parle des spécificités et des coutumes locales. Alors si vous, c'est tous les arguments. Mais comment est-ce qu'on peut faire s'entendre les pros et les anti-corridas? C'est pas possible. On n'arrivera pas à un consensus. Il y a une chose que je trouve sincèrement impossible, insupportable chez les détracteurs de la corrida, c'est quand ils traitent de barbares ceux qui aiment la corrida. Je trouve ça pas bien. Voilà. On peut dire qu'on est. Non seulement je conçois, mais je comprends très bien qu'on soit contre la corrida. Simplement, on ne traite pas les autres de barbares. Oui. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on ne traite pas les gens de barbares. Mais s'ils sont barbares. Il y a beaucoup de gens, il y a Cocteau, il y a Picasso, il y a Dali, etc. Vous n'allez pas les traiter de barbares. Enfin, ça veut dire quoi? Là, pardonnez-moi, c'est autre temps, autre mœurs. Oui. Cocteau, faire venir Cocteau dans le débat ou Picasso, ils ont dit ça il y a un siècle. La corrida était la même. Non, c'était pas. Et moi, ce qui me gêne dans le texte, pardonnez-moi, les hommes épousaient des filles de 12 ans au XVIIe siècle. Non, mais, donc Picasso, je peux dire, regardez Molière, Picasso, etc. c'est pas le XVIIe siècle. Oui, mais la société a évolué. La société a évolué, on ne voit pas les choses de la même manière. Oui. Non, mais vous êtes curieux sur ce sujet. On va voir, j'ai donné le téléphone à Benjamin Manot. Vous êtes d'un conformisme finalement terrible, quoi. Non, parce que je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Mais moi, je ne suis pas président de la République. Alors que ce qui est terrible, Emmanuel Macron, c'est qu'il a un avis, mais il ne veut pas le donner. Et il ne veut pas le donner parce qu'il voit les conséquences négatives pour lui s'il le donne. Non, mais je pense qu'il le donne quand même. Exactement. Et c'est ça, et on est au cœur de la personnalité d'Emmanuel Macron. Je vais prendre un autre exemple. Donc, il sait très bien donner son avis quand il n'y a pas de risque. Je vais vous prendre un autre exemple. Si vraiment vous êtes donc contre ce genre de pratique, la première chose à interdire, c'est tout ce qu'on appelle les abattages rituels. Mais vous avez raison. Bon, ça, c'est quoi? Simplement. Mais ça, c'est quoi? Mais sauf que je ne suis pas partisan de prendre cette interdiction parce que c'est se prendre de front et c'est blesser par une partie importante de la population, aussi bien côté halal que côté cachère. Et donc, je pense que c'est pas indispensable de le faire. Mais à titre personnel, je suis contre ces abattages rituels parce que égorger un animal sans l'estourbir, à mon avis, c'est encore plus grave que la corrida. Eh bien, vous pourriez être au gouvernement. Marc Serrano, je trouve que vous avez tout à fait le profil. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Marc Serrano était ce matin avec nous. Moi, j'ai été plutôt séduit par ce matador, je le dis, parce que j'ai trouvé beau d'abord, courageux d'affronter un taureau. Il a parlé de sa passion. Ça n'empêche pas qu'effectivement, c'est une souffrance infligée, c'est une torture, bien sûr. Mais je vous propose de l'écouter. Il a fait une petite différence entre souffrance et douleur, qui était, à mon avis, un peu artificielle. Mais je sais la différence entre la douleur et la souffrance. Ça peut paraître étrange pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais il n'y a pas de personnes, peut-être l'éleveur, mais plus de personnes qui aiment le taureau plus qu'un torero. Pourquoi? Parce qu'on l'admire, et comme on l'admire, on veut lui donner une mort qui est la plus belle qu'il puisse avoir pour un taureau brave. Il n'y a pas de violence dans la corrida, il y a la mort. Alors on accepte la mort ou on ne l'accepte pas. Mais il faut arrêter. Monsieur. Mais oui, c'est fondé sur la violence. Vous répondre, non, il n'y a pas de violence. Les gens qui voient le corrida ne sont pas des gens violents. Vous écoutez Henri-Jean Servat, et peut-être on l'aura au téléphone, mais il m'a déjà répondu sur texto. Oui, je suis déjà allé à une corrida, écrit-il. J'ai même écrit quand j'étais jeune et con, c'est lui qui le dit, des papiers sur la corrida dans Midi Libre. Et je pense que c'est une ignominie. La tribune est aussi publiée dans Nice ce matin. Mais il a le droit de penser, oui. Je comprends très bien que j'ai le droit de penser. Mais il y a des gens qui pensent autrement, et ça fait partie d'une culture. Mais qui s'inflige pas d'aller voir des corridas s'il n'a pas envie. Mais dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, il parle de plein de gens qui vomissent, qui ont pas envie de voir. Moi, j'aime pas les films d'horreur, je vais jamais voir de films d'horreur. Non, mais s'ils n'aiment pas ça, personne n'est forcé d'aller voir une corrida. Moi, je voudrais réagir. Non, mais objectivement. Véronique Jacquet. Je voudrais réagir sur l'idée de autre temps, autre mœurs. Parce que je suis plutôt pour la corrida. J'en ai vu. Mais Michel Onfray publie une tribune ce soir dans le Figaro. Il n'aime absolument pas la corrida. Et il dit, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on est civilisé, on se doit de valider encore un spectacle aussi barbare, aussi archaïque, qui s'adresse à notre cerveau reptilien, parce que c'est vrai que la jouissance virile, elle est quand même pas, c'est quand même pas l'acmé de la civilisation. Moi, je respecte cet argument et je me dis, il y a débat. Il y a débat.
Bon. Vous êtes un barbare. Mais bien évidemment, j'accepte totalement le débat. Et il dit non, mais lutter contre notre part maudite. Non, mais moi, vraiment, je trouve que c'est des débats intéressants parce que là où vous avez raison, c'est que ces 900 €, c'est pas essentiel, bien évidemment, tout ça est vrai. Et parfois, il y en a qui sont dans la posture, c'est vrai aussi. D'autres s'en servent. Évidemment qu'Émeric Caron, c'est une manière d'exister fortement, médiatiquement. C'est pas le cas sans doute d'Henri Jean Servat. Tout ça est vrai. Et puis, c'est intéressant aussi de voir la position du président Macron qui a une idée, mais qui ne le dit pas pour les raisons que je vous disais. Ça. Tout ça est un spectacle, un petit théâtre, et chacun joue son rôle. Et c'est amusant peut-être de décrypter, pourquoi pas son rôle. Bon, Henri Jean Servat, on n'a pas réussi à le voir, mais il sera demain matin avec nous. Dernière image que je voulais vous faire voir ce soir, c'est une image qui n'est pas neutre quand même. D'abord, les Allemands ont perdu contre les Japonais. Bon. Après, la défaite de l'Argentine, ça montre que l'équipe de France a bien commencé. Ah oui. Vraiment très bien commencé son championnat du monde. Mais les Allemands, avant leur match contre le Japon, cet après-midi, les Allemands ont mimé un bâillon sur la photo officielle. Regardez, un geste pour protester contre la décision de la FIFA de ne pas porter le brassard One Love à la Coupe du Monde au Qatar. Et vous avez même en tribune Nancy Faeser, qui est la ministre allemande de l'Intérieur en charge allemande de l'Intérieur, elle est en charge des sports. Elle a enfilé le fameux brassard Inclusive in Love. Et elle était d'ailleurs à côté de Monsieur Infantino, qui est le président de la Fédération internationale. Elle était installée juste à sa gauche. Les Allemands ont perdu le match 2-1. Donc c'est assez intéressant parce que je crois que les Allemands sont les seuls Il y a l'ancienne première ministre aussi du Danemark qui est venue avec une robe aux couleurs LGBT qui était dans la tribune. Oui, mais les Allemands sont les seuls sportifs joueurs à manifester, ou à montrer une sorte d'hostilité, à être là, je ne sais pas comment l'interpréter, ou contre ce que... Non, que vous paraissez... Moi, je trouve, je trouve que le jeu doit rester le jeu, et la politique doit rester la politique. Si on commence à mélanger le sport, la politique, etc. Mais non, mais on sait tous de quelle façon sont traitées on est allé aux Jeux certaines catégories de personnes au Qatar. On le sait depuis de nombreuses années. Je trouve que, pourquoi pas, enfin bon, c'est un peu facile. Je trouve que le jeu doit rester le jeu et la politique doit rester la politique. C'est les politiques qui devraient faire des gestes forts pour symboliquement marquer le coup, mais les joueurs, bon, ça me touche pas plus que ça. Bien sûr, moi je trouve que soit on vient pas. En voilà, fait, c'est ça. Là, ça concerne la question LGBT, mais ça concerne plein d'autres questions sur est-ce qu'il faut regarder les matchs de la Coupe du Monde. Écoutez, maintenant, la décision elle a été prise. Le Qatar, on n'est pas en terrain connu. On sait ce que c'est ce pays. On va pas s'attendre à avoir les mêmes standards que la France, les standards moraux, les standards de mode de vie. Donc après, je trouve qu'à partir du moment où une équipe joue là-bas, bien, elle joue et elle. Non, mais on ne fait pas des petits messages subliminaux. On pourrait le faire sur tous les sujets. Je ne suis pas d'accord. Ils jouent le match. Ils l'ont joué. Simplement, ils ont le droit de. Moi, je trouve ça courageux de leur part. Courageux, c'est les Iraniens. Oui, les Iraniens, c'est pareil. Ça, je suis d'accord avec le mot courageux. C'est courageux, oui, alors, on a le mot courageux, non. Ah bon? Voilà. Si, la preuve, les Iraniens, ça, c'est pas courageux. Les Iraniens. En revanche, c'est bien de le faire peut-être, mais le mot courage, ça me fait toujours sourire quand les gens disent « Ah oui, j'ai eu beaucoup de courage ». Tu parles, tu es dans le courant dominant. Mais sauf qu'il n'empêche que ça peut être bien de le faire. Vous voyez, lui, il n'est pas dans le courant dominant. C'est un homme qui sait se lever, parfois, et il sait dire non. C'est Olivier Benkemoun. Mais à qui? Je ne sais pas. Après, il y en a qui savent dire non, mais à qui? À tous ceux qui n'ont jamais vu une corrida et qui continuent à en vous parler. Êtes un voilà. Quand vous voulez, vous m'invitez. Mais oui, mais vous n'êtes pas encore venu ce soir. C'est à la fin. Et vous ne m'avez pas invité. Moi, je viendrai. Écoutez, les premiers papiers que j'ai écrits dans ma vie, c'était sur la corrida. J'écrivais pour le Provençal à l'époque. Ça ne s'appelait pas encore la Provence. Et je devais raconter les toreros face aux taureaux. Bon, faites attention parce qu'on est en train de déborder. Donc, dites-moi de quoi vous allez parler. De l'actualité. De corrida, entre autres. Mais pas que. Mais beaucoup. Olivier. Arnold Cara était à la réalisation, Ludovic Liébar était à la vision. Merci à Jean-François Coulard et Victor Ricol. Merci à Benjamin No, à Kylian Salé et à Robin Piette. Et demain, on reparlera de la corrida parce que c'est peut-être le grand jour. Passez une excellente soirée. Rendez-vous demain à 9h.